Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Une fois, le bien et le faux sont mêlés intimement, vous voyez, c'est-à-dire que on ne peut pas, c'est ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, on ne peut pas fonctionner ce qui est en fait ce qui est le fait, encore une fois, d'une classe politique ou journalistique totalement désincarnée sur le fait qu'il y a d'une manière tranchée le bien et le mal. Hein, voilà. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'ombre de Dionysos, qui est un de mes Dionysos, c'est un de mes, qui vient d'être réédité là, la 6e édition. Voilà, avec une nouvelle préface, il est de 82, il vient d'être réédité il y a 2-3 mois, je ne sais plus combien, et j'ai fait une grosse préface en montrant justement l'importance de cette figure dionysiaque. Et le titre du livre, c'est L'ombre de Dionysos. Et je rends attentif au fait qu'un homme sans ombre n'existe pas. Et une société sans ombre n'existe pas. C'est pour ça que j'ai toujours un peu peur d'une vérité qui s'impose comme ça, mais en sachant que oui, il y a vous avez employé le mot, qui me paraît être un mot simple, à la fois fort simple et tout à fait convenable, il y a de l'erreur. Et l'erreur nous constitue aussi. Et il faut l'accepter, cette erreur. Je dirais, c'est ça le vrai humanisme qui reconnaît qu'il y a de l'humus dans l'humain. Vous voyez, il y a de la boue dans ce qui nous constitue, si je peux le dire un peu simplement. Et donc, ne pas avoir peur de l'erreur, mais la reconnaître pour la dépasser, pour l'intégrer, apprendre à partir de là, etc. Voilà. Et c'était ça, puisque je citais Pierre Abélard. J'insiste, Pierre Abélard, c'est un penseur qui a beaucoup marqué, même le 19e siècle d'ailleurs. Ce livre, un livre fameux qu'il avait écrit au 12e, c'était « Sic et non ». Oui et non, voyez, et de voir comment, en quelque sorte, ce que nous sommes, c'est cette espèce d'interaction. Et or, reconnaissons que la parole publique actuellement, sous ses diverses modulations, reste sur une vérité, qui est le sic, oui. Mais en même temps, quand on regarde la classe politique, on se rend compte, et on l'a vu dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, comment leur oui est très changeant. Il est totalement, ce que j'appelle, moi, des sincérités successives. En amour, il y a des sincérités successives. Mais là, actuellement, dans le politique, il y a des sincérités successives. Mais c'est des faussetés, tout simplement. De toute façon, rien. Moi, je considère que le président Macron est l'exemple même du mensonge absolu. Il ne faut pas oublier que sa vraie vocation, c'est d'être un théâtreux de sa jeunesse. Et comme il est resté adolescent, il continue à rester sur cette théâtralisation. Et donc, dans le fond, là, c'était ça ce qu'il disait. Ces expressions, c'est de la théâtralité, un point, c'est tout. Dans un livre précédent, j'avais montré, en citant Platon, que quand il y avait dégénérescence de la démocratie, ce qui est de mon point de vue le cas actuellement, il y a de la théâtrocratie. Et le président actuel, pas que lui, disons, la classe politique en général repose là-dessus. Le monde journalistique également, c'est de la théâtrocratie. Mais, pour tout vous avouer, j'avais, dans un de mes livres, qui est toujours fort ennuyeux, mais j'avais écrit l'éloge du relativisme. Et je maintiens. Et pour tout vous avouer, même le pape Benoît XVI, qui avait lu mon livre en allemand, m'avait invité 2 fois à discuter avec lui, parce que le relativisme, c'était, pour l'Église catholique, quelque chose qui n'était pas bien du tout, bien évidemment. Et je lui avais montré, comme il était, comme je l'estime énormément, et que c'est un penseur qui n'est pas négligeable, je lui avais rappelé que je m'inspirais, en parlant du relativisme, d'un philosophe et un sociologue allemand qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Georg Simmel, qui a terminé sa carrière à Strasbourg, où j'ai commencé la mienne. Et Simmel montrait que le relativisme, c'était pas le fait qu'on n'ait plus d'idées. C'est ce qu'on dit en France, le relativisme, tout se vaut, tout fout le camp, etc. Simmel montrait que le relativisme, c'était la relativisation de la vérité unique en vérité plurielle, et la mise en relation de ces vérités. C'est la relativisation de la vérité avec un grand V, et mise en relation. C'est ça le relativisme, mise en relation de ces vérités. Voilà, donc moi je considère que en sortant ces poncifs sur le relativisme, sur le complotisme, l'obscurantisme, etc., c'est encore une fois de la théâtralité, alors que de fait le relativisme n'est pas inintéressant. Alors que le fait, je viens de le dire, ce qu'on appelle obscurantisme,
c'est la prise en compte de l'ombre qui nous constitue fondamentalement, hein, ce que j'appelle moi l'humanisme intégral. L'humanisme intégral, c'est reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain, voilà, etc. Et donc, en parlant de l'obscurantisme, c'est une manière actuellement, pas que de ce président, c'est une manière qu'ont en général les élites, qui considèrent qu'on revient à des choses qui étaient dépassées. Hein. Le Moyen-Âge, par exemple, qui était obscurantiste, alors que la lumière au XVIIIe va éclairer le monde. Là, non, ce qui est en jeu actuellement dans la sagesse populaire, c'est le retour de la tradition, le retour du sacré. Moi, je suis frappé de voir comment des quantités de jeunes actuellement, moi j'en rencontre énormément encore maintenant, eh bien, se convertissent, vont faire le pèlerinage de Saint-Jacques, vont faire une retraite dans Talabille, etc. Vous voyez, alors on va qualifier ça d'obscurantisme. Non, c'est tout simplement le fait que ce que dans notre progressisme bené, et maintenant pour moi destructeur, on avait cru dépasser les éléments de la tradition, et sont en train de revenir. Pour moi, c'est la spirale qui est en train de revenir, ce que j'appelle l'enracinement dynamique. Dans le fond, si je prends cet oxymore, la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà mon hypothèse. Disons qu'on peut espérer qu'il y ait une lucidité qui advienne de la part, encore une fois, de ceux qui censément ont le pouvoir. En la matière, c'est des organismes que je ne connais pas, que vous venez de citer, mais qui sont, la plupart du temps, sont des organismes d'inquisition, pour le dire un peu simplement. Alors qu'ils reconnaissent que Péron, son action paraît saine, juste, humaine, je dirais, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs fois la chance de discuter, parce qu'il m'avait appelé avec le professeur Raoult, c'est pareil, il a été condamné, alors que, pour ce que je comprends, puisque moi je ne connais rien à la science médicale et autres, c'est pas mon domaine, mais je ressens, encore une fois, très simplement, qu'il y a dans l'action de ces deux que vous venez de citer, mais il y en a bien d'autres comme ça, qui existent, il y a cette espèce, je dirais, de lucidité. Vous voyez, c'est pas la vérité, la lucidité, c'est-à-dire, encore une fois, quelque chose d'humain. Par exemple, le professeur Raoult, lui, soigne. Péron aussi, je crois d'ailleurs, aussi, enfin, dans leur métier, tout simplement. Il n'en reste pas uniquement dans une espèce de conception surplombante, comme beaucoup de médecins de plateau sont. Là, au contraire, il y a, encore une fois, cette conception enracinée de l'humain. Voilà. Et qu'on commence à le reconnaître, c'est heureux. Et c'est pas négligeable, ce que vous venez de dire. Je pense que d'une certaine manière, le dogmatisme commence à faire son temps. On en a assez, à bien des égards. Et que même les organes, encore une fois, d'inquisition tels que celles que vous avez citées tout à l'heure, vous n'avez pas dit le mot que je viens d'employer, mais moi je le dis, même eux sont obligés de reconnaître qu'il y a lieu d'être beaucoup plus, encore une fois, à la fois subtil et à savoir intégrer des gens qui, justement, sont des gens véritablement humains. Oui, alors attention, moi, encore une fois, Péron, je n'ai pas discuté avec lui, mais Raoult, j'ose pas dire régulièrement, mais plusieurs fois, il m'a appelé, on a échangé, etc. Soyons clairs, moi, ma position là-dessus est prudente, c'est-à-dire que moi, je les estime fondamentalement. Quand je dis je les estime, voilà. Et pour ce qu'ils font, je dirais dans l'entièreté. Moi, je suis attentif à cette idée de complexité que j'ai citée d'Edgar Morin, c'est-à-dire, comment dire, ils partent, pour ceux que j'ai discuté avec Raoult, à partir de leur expérience, tout simple, c'est-à-dire de médecin qui doit soigner, tout simplement. Vous voyez, donc là-dessus, moi, je n'ai pas de compétences pour en juger, je ne peux pas trop en parler, même de son analyse scientifique, ce n'est pas mon domaine. Par contre, je ne peux qu'apprécier, dans le sens simple du terme, c'est-à-dire je donne son prix à l'action qui est la leur, que ce soit Raoult, que ce soit Péron, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui fait que, ils sont attentifs à ce que je dis depuis tout à l'heure, le corps et l'esprit. Pour un médecin, le corps, c'est soigner. Il soigne. Qu'après, il réfléchisse d'un point de vue scientifique, ça, c'est pas mon domaine. Et là, c'est le leur. A priori, je leur fais confiance. Quand on est enraciné dans l'expérience, moi, je leur fais confiance. Et je peux vous le... Alors, oublions les noms que vous venez de citer, mais moi, je le dis aussi pour le domaine qui est le mien, c'est-à-dire qu'un penseur ou un sociologue ou un philosophe, pour moi, n'est vrai que dans la mesure où sa pensée s'appuie sur l'expérience, sans racine. Voilà. Et pour Péron et Raoult, sans racine.
pour moi, ce qui est important, c'est cet enracinement. Alors, disons que c'est un phénomène qui est fréquent. Moi, c'est un de mes dadas depuis de longues années. Je rends attentif à ce qu'une époque est en train de s'achever. Une époque, en grec, époquée, ça signifie parenthèse. Donc, une parenthèse est en train de se fermer. Pour moi, la parenthèse moderne, qui a débuté au XVIIe siècle, Descartes, qui s'est conforté au XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, qui s'est systématisé au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, et puis au XXe siècle, où on a vécu là-dessus. Si je puis dire, on a bouffé le capital. Je le dis de manière un peu simple. Voilà. Et quelque chose d'autre est en gestation actuellement. Ce que certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité, où donc d'autres valeurs sont en train de naître, d'autres manières de se dire sont en train de naître, etc. Il se trouve, et voilà ma réponse, que les élites, ce qu'on appelle les élites, la définition que j'ai donnée des élites, c'est la suivante, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire intellectuels, experts, politiques, machin chose, etc. Bien. Ces élites restent sur le schéma de la modernité. Individualisme, rationalisme, progressisme. Voilà le tripode à partir duquel se sont élaborés les grands systèmes philosophiques et sociologiques du XVIIe au XIXe siècle. Et donc, dans le fond, ils nous serinent des éléments qu'eux-mêmes ne comprennent pas fort bien, d'ailleurs, mais il faut être progressiste, il faut être rationnel, il faut être, je sais pas quoi, individualiste, etc. Alors que, de mon point de vue... Alors donc, c'est ça, il y a un discours qui est décalé. Si je le dis d'une manière imagée, les astrophysiciens nous indiquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Le foyer s'en éteint, on continue à voir cette lumière. Et donc, dans le fond, les élites continuent à rester sur cette étoile. Les lumières, que je dis devenir clignotantes, mais qui se sont élaborées au XVIIe, XVIIIe, etc. Alors, il me semble qu'actuellement, ce que j'appelle toujours la sagesse populaire, ce qui est pour moi l'obsession théorique qui est la mienne, ne se reconnaît plus dans ce tripode que je viens d'indiquer, mais que par contre, c'est le nous. La tribu, comme j'avais dit à l'époque, la communauté, c'est l'émotionnel sous ses formes multiples et diverses, l'affect, sentiment, passion, et c'est vivre au présent. Voilà pour moi le tripode qui est en jeu, et donc il y a ce décalage, comme cela est fréquent chaque fois qu'une époque s'achève, où une élite continue à rester sur des valeurs dépassées et n'est plus du coup en phase. Alors l'abstentionnisme en est une expression, les soulèvements divers de gilets jaunes ou convois de la liberté, ou ces grands rassemblements juvéniles pour des rave parties. Pour moi, c'est des manières de se soulever. L'abstentionnisme, qui n'est pas négligeable. Pour moi, ce sont des soulèvements contre un discours officiel. Et donc, il y a lieu d'être attentif à ce qui vient du bas. Voilà, en gros, pour moi, ce qui fait qu'on ne se reconnaît plus dans une vérité tout à fait surplombante. Et de mon point de vue, c'est cette espèce de réaction, de soulèvement qui va se développer de divers ordres. Encore une fois, soit d'une manière violente, soit d'une manière beaucoup plus douce. À bien des égards, peut-être, contre ces pouvoirs officiels, le sang va couler. On verra. C'est scandaleux. Pour le dire un peu simplement, c'est proprement scandaleux. Mais c'est en effet la forme ultime de la paranoïa. Paranoïa, c'est ça, le paranoïa, c'est cette espèce de pouvoir surplombant. C'est ça que ça veut dire en grec, la paranoïa. Et donc, dans le fond, oui, ça, c'est le combat d'arrière-garde, ce qui vous touche actuellement. Pour moi, le combat d'arrière-garde, vous voyez, j'ai eu comme maître Julien Freund à Strasbourg, il montrait que quand une armée pressent qu'elle a perdu, elle tue. C'est ce qu'on appelle les combats d'arrière-garde. C'est sanglant. Et là, actuellement, c'est un combat d'arrière-garde. Alors, le problème, je vous prie de m'en excuser, moi qui prends un peu de recul, je vous rends attentif au fait que quand même, je l'ai dit dernièrement, je ne sais plus où, que quand on additionne actuellement le Figaro, je ne sais plus quoi, Libération et Le Monde, on atteint 500 000 lecteurs. Qu'est-ce que c'est, vous voyez, c'est-à-dire par rapport aux 68 millions de Français. Les télévisions, moi je vois rares sont les jeunes qui actuellement ont une télévision chez eux, par exemple. Moi, mes étudiants, mes filles n'ont pas de télé, etc. Donc vous voyez, il y a lieu d'être attentif au fait qu'il y a un décalage entre le mainstream, les médias mainstream, ou le radio, ou télé, etc. Par contre, ce qui est
intéressant, c'est que la cyberculture étant là, le net-activisme étant là, les réseaux sociaux, les blogs, les forums, Twitter, Instagram, etc., c'est là quand même que passe l'information. Excusez-moi de le dire comme ça même, et c'est pas pour moi négligeable, c'est ce qui était le fondement même, et c'est pas péjoratif ce que je dis, du café, du commerce, dans le vrai sens du mot, hein, c'est-à-dire où dans la discussion, hein, commerce des idées, commerce amoureux, commerce des biens, etc. Et pour moi, il faut revenir à ce commerce, dans le sens que je viens d'indiquer, hein, c'est-à-dire dans l'entièreté du commerce, tel que je viens de le dire. Donc oui, moi je pense que n'ayez pas peur, vous avez raison, et c'est ce qui va se développer d'une certaine manière. Peut-être que je me trompe en disant ce que je dis. Alors peut-être pour finir sur cette thématique, quand j'ai repris François, j'ai écrit une thèse